Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café. Vous avez probablement écouté l'épisode hebdomadaire qui vous permettait d'être au courant sur l'essentiel de l'actualité des nouvelles technologies, les infos qu'il faut absolument savoir. Si vous êtes en compagnie d'autres personnes aussi intéressées que vous sur les nouvelles technologies, et pour être sûr d'être à niveau, probablement que vous avez passé un excellent moment, parce que je sais aussi que c'est ce que vous attendez quand vous écoutez Tech Café, c'est de passer un bon moment. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je suis ravi de retrouver à nouveau le responsable du conducteur de cet épisode supplément, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Eh bien écoute, ça va très très bien. On va continuer à aller explorer les news, peut-être moins essentielles, mais pourtant tout aussi fascinantes et tout autant importantes. On est là à l'approche du week-end ensemble. Peut-être que vous nous écoutez pendant le week-end. On espère que vous passez un bon moment. Juste avant qu'on parle de toutes ces news que tu as pu nous collecter, Guillaume, je me dois quand même de rappeler que Tech Café est soutenu par ses auditeurs, et si jamais vous voulez en faire partie, si jamais vous voulez profiter d'un flux privé qui vous permet d'écouter le podcast sans la pub, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Vous aurez toutes les infos, le lien est de toute façon dans les notes de l'épisode. Merci aussi à celles et à ceux qui contribuent à augmenter la notoriété du podcast en déposant des avis. 5 étoiles sur Apple Podcasts, 5 étoiles sur Spotify et des avis élogieux, on l'espère, sur Podcast Addict. Profitez-en si jamais vous voulez aussi critiquer gentiment le podcast en déposant des avis, en faisant des suggestions. On les lit tous, et vous pouvez également déposer des commentaires sur techcafé.fr ou même nous rejoindre sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Guillaume, inutile d'en faire plus puisque toutes ces infos sont déjà connues de nos auditeurs fidèles. Ils ont déjà entendu largement ce sujet dans l'épisode hebdomadaire. On peut donc plonger tête la première dans les infos et peut-être plonger dans un nuage de briques Lego en plastique. Ouh là là, ça pourrait vite faire mal, surtout si on apprenait qu'il y a une histoire de crypto derrière. Qu'est-ce que c'est que ça, Guillaume ? Une histoire de crypto et de Lego, ça me fait peur. Bah ouais, mais écoute, les arnaques à la crypto existent toujours et ça fait toujours recette, c'est fou quand même. Ça fait aussi mal que quand on marche pieds nus sur des Lego la nuit dans la chambre de son enfant, c'est ça ? Des choses qui t'arrivent, qui te sont arrivées trop souvent. Et oui, au troisième trimestre, on estime que 127 millions de dollars ont été escroqués, 46 millions rien qu'en septembre, des chiffres qu'on doit à un truc qui s'appelle Scam Sniffer. Et bon, c'est à tel point que même Lego a été visé, des hackers ont brièvement réussi à pirater la page de garde du site pour y insérer une pub pour une prétendue Lego Coin, une crypto sur Ethereum qui n'existe pas, hein. Alors Lego est assez conservateur et franchement, quand on se fait autant de pognon en vendant des petits bouts de plastique, je vois pas trop pourquoi ils se lanceraient dans un truc comme ça, pas trop besoin. Et puis Lego, de toute façon, il a sa propre monnaie virtuelle maintenant, c'est le V-Bucks, puisqu'il y a Lego Fortnite. Effectivement, ça fait intégralement partie de Fortnite. Tu sais que c'est remarquable d'ailleurs de voir qu'ils arrivent à toucher toute une population avec Lego Fortnite. Et j'avoue, c'est super bien fait. Les maps créatives sont géniales. J'y passe pas beaucoup de temps, mais c'est toujours des petits moments sympas à passer. Et il y a des vraies mises à jour assez régulières, effectivement. T'aurais presque envie de tester à t'entendre en parler, non ? Tester, ouais, y jouer, je sais pas trop, mais bon, juste pour voir ce que ça donne, en fait. C'est pas à la hauteur de la possibilité de ce qu'on a dans Minecraft, hein, je te rassure. Ah d'accord. Et c'est pas de la survie, de toute façon, il n'y a pas de survie, c'est vraiment... Ah si, t'as des maps survie de Lego. Okay. Si, Lego Fortnite, t'as des maps survie avec les zombies la nuit qui arrivent, tu dois construire tes cabanes et tout. Ouais. Ils ont été jusqu'à copier ça. C'est plutôt bien fait, Allez, un autre zombie, malheureusement, c'est la fondation du W3, le World Wide Web, qui ferme ses portes. C'est ça, Guillaume ? Mais c'est fou. Qu'est-ce qui se passe ? Ben ouais, elle avait été fondée par Tim Berners-Lee en 2009, alors que la pénétration d'Internet était quand même largement inférieure à ce qu'elle est devenue. Parce qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde a Internet, dans les pays riches en tout cas, et même au niveau mondial, on est quand même à 70%. C'est pas 100%, mais Tim estime que la mission de la fondation est achevée et qu'il faut se concentrer sur un autre danger qui est la concentration des grandes plateformes. Ça et le fait que la WW Foundation perdait de l'argent aussi, mais bon, ça n'a peut-être rien à voir. Et effectivement, c'est quand même très préoccupant là, pour la concentration des grosses plateformes, hein, parce que voilà, pour beaucoup de gens, Internet, c'est surtout, voire quasi exclusivement Meta, TikTok, Snap, Google, et puis évidemment d'autres services, hein, genre Amazon, Netflix et compagnie, mais voilà quoi. Ouais. Sauf que c'est pas ça le web. Et j'avais même lu un article qui relayait lui-même un podcast, je sais c'est compliqué, sur le web et le journalisme. Voilà. Tu relais donc dans un podcast un article qui relayait un podcast. Exactement. Mais c'est ça, c'est des hyperliens. Et justement, il se posait la question, une question frappante, hein, est-ce que l'hyperlien est en train de mourir ? L'hyperlien, c'est fou. C'est loin d'être une question idiote en réalité, parce que les plateformes ne veulent pas que vous les quittiez. Elles sont parfois ouvertement hostiles aux hyperliens.
Sur X, les liens sont dégradés vers l'extérieur. Sur Meta, sur Instagram, vous n'avez pas de lien vers l'extérieur. Sur TikTok, c'est pareil, parce que c'est contre-productif pour eux. Nous, voilà, pour nous, c'est naturel, mais en réalité, quand tu es une plateforme, effectivement, c'est pas ça que tu fais. Quand tu es une plateforme, tu prends un algorithme qui choisit pour toi une liste infinie de contenus qui pourraient te plaire et qui te font rester beaucoup trop de temps pour que tu sois beaucoup trop exposé à de la pub sur la plateforme. C'est ça le business. Un lien vers l'extérieur, mais ça va pas, non, t'es fou, ça tue le business. Donc oui, le lien hypertexte est potentiellement en danger. Et le lien hypertexte, c'est quand même la brique fondamentale du web, du World Wide Web, d'Internet tel qu'il a été conçu, en fait, c'est-à-dire comme un espace libre, décentralisé, sans blockchain, et interconnecté. Et la puissance démesurée des plateformes met ça en danger, et Tim a raison de le souligner. Lui, il a un plan pour remédier à ça, bien à lui, c'est du solide. C'est finalement, littéralement, du solide, puisque ça s'appelle solide. On avait sans doute déjà parlé, Tim propose un protocole, et un système de stockage de données perso, y compris les graphes sociaux, le graphe social et tout, qui soit à la fois personnel et décentralisé. Alors donc vous avez un pod sécurisé sur lequel vous stockez toutes les infos. Le pod que tu peux héberger un peu partout, alors en ligne ou même chez toi si tu veux, et puis voilà, tu autorises l'accès à des parties de ce pod, aux applications, aux sites, etc. Donc c'est un web décentralisé, mais sans blockchain. Encore une fois, c'est pas du tout les mêmes idées, ni les mêmes objectifs d'ailleurs. Enfin, pas tout à fait, même si on pourrait imaginer effectivement de stocker des données perso sur une blockchain où les apps viendraient les prendre, mais ça pose d'autres soucis. Une blockchain, c'est public, c'est beaucoup trop lourd, c'est beaucoup plus lourd, c'est un type de base de données qui est extrêmement lourd. On ne peut rien effacer non plus sur une blockchain, enfin bon. De toute façon, c'est pas le but avec Solid, qui est un protocole, et qui veut dire d'ailleurs Social Linked Data. Ça date de 2015 quand même, le protocole Solid, ça c'est né en 2015. Pour être honnête, on ne peut pas parler d'une adoption massive pour le moment. Il y a d'autres possibilités en plus. Ça fait un moment qu'on en parle. Ouais, et puis bon, il y a d'autres possibilités, par exemple AT Protocol, qui est le protocole décentralisé derrière Blue Sky pour les réseaux sociaux. Pour l'interopérabilité des données sociales, il y a AT Protocol par exemple, il y en a plein d'autres aussi, protocoles de stockage décentralisé, il y en a aussi plein d'autres, il y a IPFS, etc. Donc je sais pas à quel point Solid s'imposera un jour dans un usage super mainstream, mais bon, ce que je pense, c'est qu'il y a effectivement un enjeu de concentration excessive d'Internet aujourd'hui, et ça, c'est vrai qu'il faut y réfléchir. Ouais, tu te positionnes du côté des réseaux sociaux, et tu as raison, qui ont qu'une seule envie, c'est de capter le consommateur et éviter qu'il s'en aille sur des environnements qu'il ne maîtrise pas, ne serait-ce que sur le plan publicitaire, mais pas que, et c'est évident. L'utilisateur aussi, et alors après, qui de l'œuf ou de la poule, mais évidemment, ça arrange bien les plateformes. Les utilisateurs non plus n'ont pas vraiment envie, finalement, de sortir des plateformes dans leur comportement d'après les tests qui ont été menés. Et tu sais que d'ailleurs, les marques ont un concept de communication sur les réseaux sociaux qui a émergé ces dernières années, qui tire parti vraiment de ça. C'est vraiment du contenu qu'ils appellent zéro clic. Donc c'est une marque qui va, au lieu d'aller générer du contenu qui va inciter à aller sur son site pour aller faire un acte d'achat ou pour essayer de télécharger quelque chose, en savoir plus, va essayer de tout faire en sorte pour que le contenu se suffise à lui-même, parce que c'est finalement ce qu'il faut en tant que marque arriver le mieux à revendiquer. Quand tu regardes bien, les grandes marques qui sont présentes sur les réseaux sociaux et ont beaucoup d'engagement tirent parti de contenu dit zéro clic. Donc tu vois, c'est presque un principe marketing qui surfe sur cet état de fait des plateformes qui veulent garder leurs utilisateurs. Mais on voit même ça un peu chez Google, ce qui est paradoxal, puisqu'en général, tu vas sur un moteur de recherche pour justement sortir sur le web, mais clairement, Google aussi, et c'est le plus possible. Les résultats de niveau zéro. Voilà, c'est ça. Des résultats zéro clic aussi, c'est un peu cette idée, c'est vrai, c'est marrant. Une tendance intéressante. En tout cas, allez, une autre tendance, c'est celle de ce qui se passe sur Telegram avec les nazis qui quitteraient le navire, c'est ça ? Ouais, comme quoi une petite descente de police, des fois, ça marche bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Telegram, regarde, Telegram, Pavel Durov, il a été arrêté le mois dernier, et Telegram est déjà un petit peu moins toxique. Il y a plein de nazis qui sont déjà partis, des douzaines de groupes extrémistes, dont le Terrorgram Collective, qui ont déménagé sur une autre appli. Donc, depuis que Telegram a mis à jour ses conditions d'utilisation, ces gentils garçons se sont sentis menacés. Il faut dire qu'ils propagent des trucs assez hardcore. Propagande nazie, vraiment nazie, parce que quand on s'appelle Atomwaffen Division, bon ok. Il y a aussi Manuel du parfait petit terroriste, rédigé avec les compléments de Daesh, des plans pour fabriquer ses propres missiles. Et puis régulièrement des appels à la haine et à la violence, à assassiner les candidats au présidentiel. Trump et Kamala, les deux, pas de jaloux. Faut dire que c'est leur business aussi, ils veulent attiser le chaos. La haine pour provoquer une guerre mondiale raciale qui ferait le ménage, en gros, et qui permettrait de repartir sur des bases saines et blanches, très très blanches.
Ah, donc Atom machin, là, ils avaient quand même plus de 13 000 personnes dans le groupe Telegram qui se retrouvent désormais sur SimpleX. La vie privée, c'est le fonds de commerce de SimpleX, qui ne nécessite même pas d'adresse email pour s'inscrire et surtout pas de numéro de téléphone. C'est chiffré de bout en bout, il y a plein de fonctionnalités qui rendent ça attrayant pour un large panel de clients, disons, dont des clients moyennement fréquentables. Cet aspect décentralisé lui-même, décentralisé et très privé, a même séduit Jack Dorsey qui a investi dans la boîte plusieurs millions. On sait qu'il aime bien les trucs décentralisés, lui. Bon, ok, est-ce que c'est le prochain à être arrêté à sa prochaine venue en France, je sais pas. Mais bon, oui, le groupe existe toujours, Terrorgram, machin, ils existent toujours, il est juste migré. Néanmoins, Telegram, c'est quand même... Bon, alors Telegram, il est un petit peu plus léger, et surtout, SimpleX, il est quand même encore assez confidentiel. Je suis pas sûr qu'il soit aussi simple d'héberger des groupes énormes, de partager des très gros fichiers, surtout des n'importe quoi. Je sais pas s'il y a des bots super pratiques non plus, et puis bon, on peut déjà en gros se satisfaire que ce genre de population soit un peu plus marginalisée qu'en étant sur Telegram, qui est quand même pignon sur rue, quoi, comme on dit, de manière obsolète. Ça ferait presque une expression désuète, ça, Ouais, non? c'est une expression désuète. C'est assez parlant, je veux dire. Après, avoir pignon sur rue, C'est vrai. C'est vrai que c'est pas très imagé. Enfin, c'est au contraire très, très clair. Même si le sens est un peu dérivé, parce qu'avoir pignon sur rue, c'est avoir une maison qui donne sur la rue. C'est-à-dire son propre pignon, quoi. C'est-à-dire le pignon, c'est le toit pointu qui porte le toit. C'est le mur pointu qui porte le toit, pardon. Et donc, toutes les maisons, elles donnent sur la rue. Vous me direz, c'est un peu idiot, mais pas forcément sur une grande rue. Donc là, on sous-entend qu'on a une maison qui donne sur un axe principal, quoi, une maison bourgeoise. Et donc, c'était des maisons de riches. Et puis, petit à petit, ça a dérivé de manière assez naturelle vers les commerçants pour qui c'est fondamental de donner sur une bonne rue. Et donc, c'est devenu synonyme de commerçants riches et de bonne réputation, bien fréquentés. Et donc, c'est venu comme ça. Bon, finalement, voilà, c'est une expression désuète. Bon, tu vois, on voulait en faire l'économie, mais on a arrêté jusqu'au bout. On continue avec les frasques d'Elon Musk qui, nous donne une bonne utilité, une bonne raison d'avoir changé le nom de Twitter, hein. Oui, l'Australie en 2023 a demandé à Twitter de faire le ménage sur les contenus pédopornographiques qui mettaient un petit peu trop de temps à détecter et éliminer. Alors comme ça a traîné, en gros il n'a pas répondu quoi. Twitter, d'ailleurs à une certaine époque, post-acquisition par Musk, était plus en état de faire grand-chose. Comme ça a traîné, l'Australie l'a condamné à 400 000 euros d'amende. 400 000 dollars d'amende, pardon. Et Elon conteste, et tu devineras jamais sa ligne de défense. Sa ligne de défense, c'est Twitter, connais pas. Moi je suis PDG de X. Oui quoi? Je suis PDG de X, Twitter, elle n'existe plus, monsieur, ça, on peut pas payer. Moi, une boîte, elle peut pas payer si elle n'existe plus, c'est logique. Et bon, comme on pouvait s'y attendre, ça n'a pas marché. En gros, le juge Michael Wilham, a répondu, tu vas arrêter de me prendre pour un faisan, mon petit coco, et tu vas abouler le fric. Parce que sous la loi du Nevada, l'entité Twitter transfère sa responsabilité à l'entité X. Donc oui, Twitter était basé dans le Delaware, mais Musk l'a fait bouger dans le Nevada. Parce que impôt, voilà. Et donc, bien sûr, contester tout ça, tout ce bordel, ça va lui coûter en fait 2 fois plus cher à la fin. Mais bon, il aura tenté. Qui ne tente rien n'a rien, mais qui tente risque de payer le double. On continue avec les élections présidentielles américaines qui se dessinent, Guillaume, dans quelques mois, avec évidemment le jeu des soutiens de la sphère technologie. C'est un petit follow-up rigolo à un sujet que j'avais traité en supplément aussi. En substance, dans son podcast, Ben Horowitz, très, très connu du fonds d'investissement Andreessen Horowitz, très connu en tech, avait affirmé connaître personnellement la famille Trump et soutenir Donald parce que, niveau business, Biden, c'était pas ça, quoi. En gros, papy, il était en faveur de lois sur les cryptos et sur l'IA, c'est comme 2 gros secteurs dans lesquels Horowitz, il a investi beaucoup de pognon, donc ça lui plaisait pas trop. Et donc lui, dont la femme est black, et d'ailleurs impliqués tous les deux dans la défense des droits des minorités, tout ça, avait quand même retourné sa veste spectaculairement. Heureusement, le désistement de Joe lui a permis de la remettre à l'endroit. C'est quand même plus naturel, donc maintenant il se balade avec une veste à l'endroit. Parce que là, Horowitz affirme qu'il connaît Kamala Harris aussi, que c'est une très bonne amie depuis 10 ans, et que oui, bien sûr, elle va soutenir sa campagne. Oui, voilà, maintenant que les chances des uns et des autres sont plus équilibrées, ça serait quand même dommage de perdre sa ligne directe avec la Maison-Blanche. Alors bon, il soutient les deux, oui, parce que c'est tous les deux des amis, quoi, je vois que le meilleur gagne, il aime tout le monde, c'est tout, voilà, c'est tout. Cet oncle Ben-là, il a peut-être pas bien saisi le truc avec grand pouvoir, grande responsabilité, tout ça, peut-être pas. Mais bon, au moins tout le monde voit d'un bout à l'autre du spectre politique, tout le monde peut juger de ce que vaut sa parole maintenant. Plus près de nous en Europe, Guillaume, il se trame quelque chose du côté des paiements et des banques avec l'arrivée de Wero. Ouais, je dois l'avouer, je connaissais pas Paylib, donc quand j'ai vu que Wero allait remplacer Paylib, ça m'a pas marqué plus que ça. Pourtant, Wero, ça a l'air d'avoir un gros potentiel parce que c'est plus simplement, en tout cas ça me parle plus, une sorte de PayPal français,
qui permet des virements directs instantanés entre deux personnes via un identifiant ou un QR code et même à l'avenir via NFC. Donc il y a un collectif de banques, donc il y a BNP, il y a Banque Populaire, Caisse d'épargne, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Arkea, la Banque Postale, voilà, bon, tout ça, un petit peu tout le monde, quoi, qui soutient le projet, qui intégreront donc très bientôt Wero dans leur application bancaire sur mobile. Et petit à petit, Wero pourrait aussi servir à payer chez les commerçants et progressivement intégrer les portefeuilles électroniques, intégrer les puces NFC et même remplacer à terme peut-être Google Pay ou Apple Pay. Puisqu'en Europe d'ailleurs, Apple est obligé d'ouvrir sa puce NFC, donc c'est parfait. Le QR code est pratique, ça permet de payer quelqu'un qui n'a pas de terminal de carte bleue même, qui n'a même pas à fournir son identifiant, ça marche comme en Chine, où ce mode de transfert d'argent est très très répandu. Le QR code, en fait, c'est utilisé un petit peu partout dans le monde, en particulier en Chine, ou sur WeChat, effectivement, tu peux échanger très facilement de l'argent comme ça. Donc ça y est, les banques réagissent et modernisent les transferts. Je sais pas si t'en penses quoi, c'est cool, il était temps. Écoute, Paylib était déjà vachement bien et finalement ça remplace un peu Paylib, mais c'était marrant, c'est marrant que tu le connaissais pas. Tu peux faire des virements instantanés gratuits jusqu'à 500 balles avec Paylib et il te suffit du 06 du 06 du numéro de mobile de ton destinataire. Donc finalement, c'était déjà un cas d'usage qui était assez fréquent et assez répandu. Mais effectivement, le fait d'unifier tout ça et d'offrir des choses en plus avec la couche qu'o propose Wero, notamment avec une dimension européenne, est assez intéressante. Mais Paylib était déjà très très bien. Ça fonctionnait déjà pas mal. T'as jamais entendu parler de Paylib avant? C'est marrant. J'ai jamais utilisé Paylib, j'ai vu passer, mais j'ai jamais utilisé Paylib, c'est vrai. Honte à moi. Bah voilà, non, c'est beaucoup plus pratique qu'un virement, évidemment, avec un bon vieil IBAN, tu t'en doutes. C'est peut-être parce que 500 €, c'est tellement peu, si tu veux, pour moi. Mais oui, mais bien sûr, mais qui aujourd'hui se contente d'un riche. virement de 500 €? Enfin, bon, bien sûr. Et on parlait de Wero, évidemment, avec les dispositifs bancaires qui sont coutumiers des mentions légales. Il faut y faire attention, Guillaume, à ces mentions légales. Oui, l'an dernier, un couple d'Américains est allé à Disney World. La femme a fait une réaction allergique et elle est morte. C'était dans un pub qui faisait partie du complexe Disney, il n'y avait pas les allergènes sur la carte. Donc elle a demandé, on lui a assuré que c'était OK, et elle est morte finalement dans l'heure qui a suivi. Donc le veuf a voulu attaquer Disney, et Disney a tenté de faire annuler la procédure parce que son épouse avait signé pour un essai de Disney+, en 2019. Ça paraît incroyable, elle avait juste signé, sans les lire sans doute, tout un tas de clauses qui devaient blanchir Disney d'à peu près tout, dans à peu près toutes les situations. Donc ce truc a fait un scandale médiatique à tel point que Disney a fait machine arrière, mais cette fois Uber, lui, n'avait pas l'intention de reculer. Parce qu'il y a une situation un petit peu analogue qui est en train de se passer avec Uber. Il y a un couple de quinquagénaires qui a eu un accident dans un Uber, et donc ils ont c'est un accident relativement grave, ils sont pris coup frontal une voiture, ils ont des séquelles et ils ont voulu attaquer la boîte. Et là, pareil, Uber veut faire annuler la procédure parce que leur fille avait accepté toutes les clauses des mentions légales quand elle s'était inscrite à Uber Eats. La fille qui est mineure, et la famille, alors la fille qui est mineure, donc bon, les parents ne sont pas forcément au courant de ce qu'elle commande à bouffer, et globalement, c'est pour ça. Alors la fille est mineure, et du coup, la famille a eu gain de cause une première fois, parce que ils ont contesté en justice, etc. Et donc en novembre 2023, ils avaient gagné. Mais Uber a fait appel, et le mois dernier, c'est eux qui ont gagné. Donc la famille ne peut pas attaquer Uber en tribunal, parce que quelqu'un, un jour, a signé un pacte avec le diable, enfin je veux dire, avec Uber Eats. Qui a accepté quoi ? Mystère, en vrai, parce que leur fille a certainement pas lu le contrat, de toute façon, et parce que c'est beaucoup trop long, trop alambiqué, et puis c'est volontairement opaque aussi, quand même. Donc pour que ça ait... Voilà, donc, même si elle l'avait lu, ça n'a pas fait forcément une quelconque différence, mais ça montre que des fois, on signe vraiment beaucoup de choses, on signe parfois des blancs-seings sans s'en rendre compte, et c'est un peu anxiogène. Ouais, malheureusement, on peut même pas inciter les gens à les lire, parce qu'effectivement, comme tu le dis, c'est pas toujours intelligible, et puis c'est presque inhumain parfois quand on voit la taille de mention légale, donc bon, on peut même pas demander aux gens de faire attention. Malheureusement, c'est le genre d'histoire qui nous rappelle à cette dure réalité. On continue, on parlait de Wero au dispositif européen. On a là aussi des infos concernant l'Europe, Guillaume, avec des classements en plus. Exactement, le DSA, c'est du sérieux, et ça demande entre autres de la transparence aux grosses plateformes du web. Toutes les grosses plateformes, donc les sites porno aussi. Et c'est comme ça que, sans l'avoir vraiment demandé, on a les chiffres de fréquentation des 3 plus gros sites de boules des 3 plus gros sites de boules du monde, en Europe, par pays. Alors, les sites en question, c'est Pornhub, StripChat et Xvideo. Donc, qui sont donc les plus gros consommateurs ? Je veux dire, grâce à Corben, on a donc des chiffres, merci à lui. Merci Corben. On a les chiffres de la fréquentation en mai 2024 précisément, et c'est mis en regard de la population de chaque pays. Alors, le pays le plus... On s'imaginerait que ça puisse être la France, alors. Le pays des plus gros branleurs ? Non.
Eh ben non, et c'est ça, mais c'est vrai, c'est pour ça que c'est intéressant. Donc le pays le plus sage, on commence par le pays le plus sage, hein, comme toujours, c'est l'Estonie, Oui, avec seulement 15,58%. Alors c'est-à-dire, c'est le nombre d'utilisateurs déclarés dans le pays par les plateformes, mis en regard voilà, de la population totale, de donc la c'est population. 15,58% du total. Le pays le plus gros consommateur, donc du coup, effectivement, c'est quoi? C'est l'Espagne, avec 59% de la population. Quand même, hein. Et oui, le nombre de... c'est quand même Comment fou, ça hein. s'explique en plus un truc pareil? Parce que je comprends sur le plan culturel, il doit y avoir des choses, mais enfin des telles différences, ça me paraît dingue. Les différences sont vraiment majeures. Et alors la France, effectivement, bah, c'est 30,87%. Donc ça veut dire, en gros, si tu prends ces chiffres-là, il y a un Français ou une Française, évidemment, sur trois qui a visité un site porno en mai Bah oui. 2024. L'Allemagne est beaucoup plus sage, avec 16%. L'Italie est un peu plus sage que nous aussi, avec 26,8%, ce qui n'est pas forcément évident. Et ce qui est amusant, effectivement, c'est le décalage entre l'image des pays et les pratiques, parce que l'Italie, c'est quand même le pays du Ouais. pape, mais il y a quand même un Italien sur Mmh. quatre qui visite des sites porno, tu vois, régulièrement, apparemment. Et de même que l'Espagne, qui est quand même un pays plutôt pratiquant, hein, religieusement, bah, c'est le plus gros consommateur. L'Irlande, qui est aussi un pays très pratiquant, quoi, hein, un pays même assez traditionnel, Mmh. quoi. Il a quand même 40% de fréquentation, c'est-à-dire 10% de plus que nous, quoi. C'est très étonnant. Alors, ces chiffres sont très approximatifs, hein, puisqu'on compte le nombre d'utilisateurs, voilà. Mais bon, utilisateurs uniques, hein, a priori. Mais enfin, c'est vrai que selon les méthodes de comptage, on peut voilà, surestimer, sous-estimer, c'est pas évident. Et d'ailleurs, bah, si au même on imagine que la méthode de comptage est fiable, bah, c'est forcément une sous-estimation, puisque là, on compte que 3 sites Eh oui. porno. Et le Internet en compte, je sais pas, 800 millions. Donc, Mmh. on ne sait pas C'est peut-être vraiment. là que se situent les grosses différences d'ailleurs. C'est probablement qu'il y a des utilisations de certains sites qui sont non? C'est tout Enfin, à qui fait sont possible. moins C'est mmh. tout à fait si ça se trouve, tout le monde est à 100%, mais on n'utilise pas tous les mêmes sites. C'est Le probablement chiffre est ça, en fait. extrêmement standard. Oui, je pense que ça doit être plus un truc comme ça, Je pense que effectivement. c'est voilà. Mais voilà, enfin, en tout cas, la conclusion qu'on peut quand même, pas qu'on peut, sur laquelle on peut s'accorder, c'est que le porno est devenu vraiment mainstream, hein, ça, on peut pas dire le contraire. Et c'est pas si anodin, en réalité. Mmh. Je suis à peu près persuadé que le score doit être assez comparable d'un pays à l'autre, mais que c'est les répartitions d'usage qui doivent être différents. Merci le DSA en tout cas de nous fournir, des infos, importantes. Bon, sans aucune transition, bah, évidemment, on parlait de porno, c'est compliqué d'enchaîner, mais il va falloir un petit peu qu'on parle d'une vision un petit peu plus, puritaine, Guillaume, de la tech. Mais on parle de porno, donc on va immédiatement embrayer sur, bah, sur le sujet religion. Voilà, Bah oui, logique. c'est ça, Mmh. c'est ça. C'est une espèce de gros dossier assez étonnant que vient de faire Rest of World, le site donc Rest of World, qui concerne l'intersection entre la tech et la religion dans le monde entier. La maquette est incroyable. Et c'est, alors, en plus, c'est très très bien présenté, effectivement. C'est donc deux domaines qui, finalement, sont pas si incompatibles que ça, hein, pas du tout même. D'ailleurs, puisqu'on vient de parler de Wero, peut-être qu'ils serviront à faire des dons à la messe, hein, parce que c'est déjà le cas au Mexique, par Eh oui. exemple. Eh oui. Mmh. Donc il est impossible de parler de tout en longueur, hein, d'autant plus qu'on a des trucs assez classiques, on va dire, comme les applis de réalité augmentée, de VR pour se tourner vers la Mecque quand on prie, ou faire un pèlerinage virtuel, voilà, la Mecque, ou alors il y a aussi des compteurs de prière pour ça, des trucs pour s'assurer que le dîner est halal. Ça fait un tabac en Indonésie apparemment. On a même Nurflix, une plateforme de streaming certifiée compatible avec la charia. Plus étrange, enfin plus, disons, original, il y a l'application où on tape un poisson en bois sur son smartphone, enfin une descente de poisson en bois sur son smartphone pour passer ses nerfs. Le poisson en question, en fait, c'est un instrument de musique. C'est une percussion asiatique qui est bien connue, qui est utilisée par les moines souvent. Et pendant la pandémie, l'objet est passé au stade de passe-nerfs, c'est qu'on lui tape dessus, ça fait du bien. Chaque coup te donne plus un de pisse. Alors c'est marrant, il reste que l'appli mobile où on tape sur un poisson en bois est quand même la deuxième application la plus téléchargée sur l'App Store chinois. Donc ça, Waouh. les Chinois sont stressés, manifestement. Ouais. Toujours chinois, on a une app où on balaye une tombe. En fait, balayer au sens large, prendre soin quoi, de la tombe d'un proche. Mmh. Et le commémorer, bah, c'est un truc qui se fait en Chine, mais qui se fait beaucoup ici aussi. Enfin, je veux dire, voilà, hein, en Chine, on brûle de l'encens, on brûle des billets aussi d'ailleurs. Voilà, c'est parce que voilà, il faut qu'ils puissent acheter des trucs dans l'au-delà, hein, le mort. Enfin bref, comme en Chine, donc, il y a un gros exode rural et qu'on n'est pas toujours proche du cimetière de ses ancêtres, eh ben, il y a des apps pour ça. En fait, bien plus largement, il y a une app WeChat pour commémorer ses défunts. Voilà, c'est un mémorial où tu peux brûler de l'encens, enfin virtuellement évidemment, hein, mettre des photos, se recueillir, quoi. Hein, des sortes de cimetières virtuels, si on veut, ont commencé à apparaître un petit peu comme ça. Alors bien sûr, d'ailleurs, c'est même parti en couille, hein, c'est-à-dire que certains voulaient même gamifier un petit peu le truc, en encourageant à rester le plus longtemps possible, en récompensant ceux qui commémorent le plus. Ça fait bon, les dérives classiques, on va dire. Le gouvernement a remis de l'ordre l'an dernier, mais voilà, les cimetières virtuels demeurent, hein, leur dernière demeure.
On part pas très loin, à Taïwan, où les temples taoïstes offrent des prestations de divination en ligne, en complément. Parce que les temples sont toujours là, mais voilà, il y a aussi une version en ligne du temple. Il y aura plus de 12 000 temples là-bas, et un bon nombre essayent de se moderniser pour attirer les jeunes, avec des apps, des services en ligne. Le téléoracle, partout, toujours dispo, voilà, c'est ça. Et c'est pas d'hier, en fait. Le plus ancien date de 2008. Et il aurait quand même 4000 visites par semaine, pour ce qui est essentiellement un horoscope, hein, on va pas se mentir. Mais bon, d'une manière générale, on s'adapte, quoi. On va où va le public, et c'est comme ça que des prêtres philippins ou des nonnes argentines font du prosélytisme sur TikTok, tout comme un moine vietnamien, qui lui est plutôt d'ailleurs dans le conseil, le coaching. Et assez régulièrement, on constate que ça a commencé en 2020. C'est-à-dire, sous les confinements, le service au sens large, service religieux aussi, à distance, c'est mis en place, et puis c'est venu pallier le manque de présentiel, et finalement, c'est resté. Donc il y a encore des trucs en dur, hein, quand même. La preuve, c'est que dans un district indien du Telangana, on vient de finir le premier temple hindou imprimé en 3D. Il fait 10 mètres de haut, il fait 350 mètres carrés. Tout est bien décoré avec ces Ganesh et Shiva, tout ça. Il a été monté en 3 mois avec une imprimante 3D qui marche avec du ciment, au lieu du plastique. Hein. C'est un temple qui est conforme à la tradition, c'est-à-dire qu'il est conforme aux préconisations des textes sanscrits qui ont 3000 ans. Mais il a été fait avec des moyens du 21e siècle, hein. C'est assez rigolo. Il y a toujours en Inde, d'ailleurs, il y a la PETA, l'association de défense des animaux, qui a contribué à payer un éléphant robot à un temple. Donc c'est un animatronique, plus vrai que nature, avec un éléphant qui bouge la trompe et tout. C'est pour remplacer les vrais éléphants qui commencent à se faire rares, et qui sont pas toujours très bien traités d'ailleurs en Inde, en particulier dans les temples. Est-ce qu'il y a les éléphants robots pour être plus pratiques que les vrais, parce qu'il y a des éléphants dans les temples, est-ce que les éléphants ont une portée religieuse en Inde, puisqu'il y a un dieu éléphant. Et donc avec ça, on pourra continuer à faire des rites en laissant un petit peu les vrais animaux peinards, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'il est plus convaincant que l'éléphant de Nantes? Je sais pas si tu l'as déjà vu, mais... Non, je pense qu'il est pas exactement... Il fait exprès d'essayer d'être réaliste, celui-là. Ouais. La religion, on brosse la tech, tu vois, pas de souci. Hein. Dernièrement, on a même vu un chatbot WhatsApp qui donne des conseils de vie basés sur la Bible. Il y en a un autre qui lit d'ailleurs cette même Bible à haute voix, avec la voix que tu veux, y compris la tienne. Voilà, le chatbot Jésus-Christ est au coin de la rue. Et puis les voix de ChatGPT sont de toute façon déjà impénétrables. J'aurais imaginé qu'on voit venir, mais ça viendra sans doute à l'avenir, des émergences de religions directement issues de ce qui se passe en matière d'intelligence artificielle. Tu sais, en écho, comment il s'appelait ce monsieur de chez Google là, qui avait vu une espèce de... Voilà, ah oui, non, oui. Il avait vu une conscience, tu sais, derrière Blake l'intelligence artificielle. Ouais, voilà, on était à 2 doigts de voir une religion naître sous nos yeux en temps réel. C'est pas encore le cas. Allez voir un Rest of World, encore une fois, le lien qu'a mis Guillaume dans les notes de l'épisode vous amène directement sur la compilation, l'étude, l'espèce de centralisation du site Rest of World, et c'est toujours hyper bien fait, très bien maquetté, effectivement. Bon, voilà, justement, on parlait un petit peu d'intelligence artificielle, on va pouvoir enchaîner justement sur ce sujet-là aussi dans le supplément, avec un document de recherche, Guillaume, qui nous amène à penser avant de parler, c'est ça? Ouais, c'est le moment de parler des papiers un petit peu qui sont sortis en IA cette semaine. Il y en a un, c'est une recherche de chez Google, donc une recherche Google dont je ne sais pas quoi penser, parce qu'elle porte sur la manière dont les chatbots réfléchissent, même sans réfléchir. Alors c'est un peu compliqué, effectivement. Donc d'ordinaire, un chatbot, c'est un truc qui fait quoi? Qui écrit un mot à la fois, et il passe toujours le même temps, la même quantité de calcul pour tous les mots. Que le mot soit un mot à la con, je sais pas, je, le, machin, bonjour. Ou bien la réponse est une question super compliquée, un problème de niveau doctorat, c'est pareil. De toute façon, lui, pour chaque mot, c'est la même quantité de calcul. Et intuitivement, c'est un peu idiot, parce que pour nous, on fait pas vraiment comme ça, quoi. Et c'est ce qui pousse les chercheurs à explorer d'autres pistes. Une des premières pistes, et la plus simple, on va dire, c'est la chaîne de pensée. C'est-à-dire qu'on pousse le modèle à réfléchir, à développer et à justifier pas à pas un raisonnement, donc à écrire longtemps avant de donner une réponse. On peut pousser ce petit jeu-là très loin, et c'est ce que fait O1, c'est ce que fait le dernier modèle d'OpenAI, qui peut faire des centaines d'hypothèses, en fait, avant de donner une réponse qui, on l'espère, a moins de chances d'être fausse. Avec du recul, c'est aussi une manière de produire certains mots avec plus de calculs que d'autres. Ce qui vient au terme du raisonnement sera mécaniquement demander plus de calculs, on met plus de puissance si on a des questions plus complexes, donc intuitivement ça se tient. Mais c'est pas ce qu'ont fait les chercheurs de Google. Ce qu'ils ont fait, eux, c'est entraîner des petits modèles de langage expérimentaux à faire des pauses. Alors, c'est-à-dire à sortir de manière aléatoire des tokens spéciaux pause, des tokens pause, vraiment. Ces tokens qui font rien du tout. Ils sont ignorés, d'ailleurs, ils sont même pas affichés par l'interface. Ces tokens pause coûtent la même quantité de calcul qu'un mot normal, mais c'est un token spécial. Alors, s'il y a 4 pauses dans une phrase, ça change rien à la phrase. La phrase aura le même sens. Et d'ailleurs, vous l'aurez même pas écrit, mais
En tous les cas, le modèle aura passé un peu plus de temps à la produire. Il aura utilisé un peu plus de calcul. Et à quoi ça peut bien servir, ce truc? Ben, il semblerait que, contre toute attente, ça améliore les résultats, ça améliore les performances du modèle. Les modèles qui pondent des tokens pose, et qui donc au final prennent un peu plus de calcul pour écrire strictement la même chose, sont un peu plus malins que les modèles standards. Sur les tests, donc, ça comme on le sait, on fait passer des questionnaires, hein, des gros sets de tests standards, qui sont un petit peu sur tous les sujets, comme des quiz de culture générale, quoi. Ben, sur ces tests-là, on gagne entre 1 et 18% selon les cas. Alors comment c'est possible? En fait, même si ces tokens pose sont invisibles pour nous, et n'ont pas de sens en eux-mêmes, ils sont dans la fenêtre de contexte. Et donc ils y prennent un peu plus de mémoire d'ailleurs, donc ça prend aussi un peu plus de mémoire de faire ça. Non seulement ça prend plus de calcul, mais ça prend aussi plus de mémoire. Mais surtout, ça veut dire qu'ils vont agir sur les mécanismes d'attention du modèle. Ils pourraient permettre d'activer plus efficacement les têtes d'attention. Parce qu'en fait, les tokens pose font que le contexte est plus large, et que ça force l'activité du réseau de neurones pour la même quantité d'informations. En fait, ça force plus d'activité du réseau de neurones sur la même quantité d'informations, puisque les tokens pose ne contiennent pas d'informations. Donc en fait, ça contribue à, disons, motiver une meilleure analyse des informations qu'il y a en conditionnant plus de calculs sur la même quantité d'infos. Alors c'est encore un travail de recherche, hein, tous les chatbots ne vont pas se mettre à pondre des pauses aléatoirement comme ça, mais ça montre qu'il y a vraiment à creuser sur cette notion de temps de calcul dynamique plutôt que statique, et aussi se demander finalement ce qui permet au mécanisme de chaîne de pensée d'être plus efficace. C'est-à-dire, qu'est-ce qui tient au sens des tokens supplémentaires qui sont produits et au nombre des tokens supplémentaires qui sont produits? Qu'est-ce qui tient de la qualité du raisonnement par rapport à la quantité juste de mots produits? Parce qu'apparemment, au plus tu produis, si tu produis plus de mots, tu as mécaniquement plus de performance. Donc, quand tu fais une chaîne de pensée, il n'est pas interdit de penser qu'il y ait les deux phénomènes aussi qui soient. Et quelle est la proportion des deux phénomènes? C'est-à-dire, est-ce que les mots sont importants ou est-ce que l'importance des mots est relative? C'est pas super clair encore, mais ça préfigure qu'on peut faire encore de gros progrès finalement sur les capacités des futurs modèles. Au-delà de la puissance brute, quelque part. On continue avec les documents de recherche. Oui, il y a un autre article de chez Meta, cette fois, et l'Université de Chicago et de l'Illinois, qui se penche sur un problème qui est très délicat, c'est celui de distinguer chez un chatbot les aptitudes qui tiennent de la mémorisation pure et celles qui tiennent d'une véritable généralisation. Donc en gros, quand je lui file un problème, à quel point il adapte une réponse qu'il connaît déjà par cœur, qu'il a déjà vue, quoi, et qu'il reformule vaguement, mais c'est à peu près la même chose, ou bien à quel point il est capable de vraiment résoudre le problème, de le comprendre en quelque sorte. Alors, une grosse difficulté pour ça, c'est que ça va dépendre des problèmes, et en particulier de la complexité du problème. Alors pour essayer d'y voir un peu plus clair dans tout ça, les chercheurs de chez Meta et compagnie, ils ont établi 20 types de tâches sur 5 niveaux de difficulté. C'est des tâches assez synthétiques. C'est-à-dire, c'est pas des... Comment dire? C'est des tâches très, très bornées, quoi. C'est des tâches algorithmiques, on va dire. Des tâches synthétiques qui sont faciles à produire en masse et faciles à corriger en masse aussi. Donc une tâche, ça peut être trouver le maximum dans une liste de nombres, ou les 3 plus grands nombres dans cette liste, ou bien trier cette liste, ou bien créer une liste de 4 nombres dont la somme soit tant, etc. Ces tâches sont d'ailleurs algorithmiquement parlant de complexités différentes. Alors la complexité algorithmique, c'est le temps nécessaire à faire une tâche en fonction de la taille de la tâche, en fonction de la taille de l'entrée. Par exemple, tout bête, si je dois trouver le maximum d'une liste, je dois la parcourir une fois. Donc c'est d'autant plus long que la liste est longue, mais c'est proportionnel à cette longueur. Pour d'autres tâches, ça pourrait être le carré de la longueur, ou ça pourrait être le cube de cette longueur, ou ça pourrait être exponentiel. Donc ces différences qualitatives, c'est ça qui va donner la complexité de la tâche à accomplir et les 5 niveaux qui sont choisis donc par l'article. Alors, après, il y a le problème de la généralisation, c'est-à-dire comment on fait la différence. Parce qu'un modèle, comment on fait la différence entre mémorisation et généralisation? Un modèle de langage, c'est avant tout un modèle statistique. Un modèle de langage, ça incarne une approximation d'une distribution de probabilité. La distribution de probabilité qui est donc la distribution statistique de toutes les données d'entraînement qu'il aura vues, quoi. Donc, ce qu'il produit, lui, spontanément, va suivre cette distribution. Donc, en clair, si on demande à un chatbot de produire une phrase, elle sera forcément typique. Elle sera typique de ce que dit le chatbot. L'idée, c'est donc de faire produire au modèle de langage qu'on veut tester les problèmes qu'on va lui donner, et on aura les formulations auxquelles il va s'attendre. À partir de ça, on a des échantillons qui sont donc bien dans la distribution. Et en fait, on voudrait aussi des échantillons qui ne soient pas du tout dans la distribution. Comme on fait des problèmes simples et très algorithmiques, c'est pas si dur de les modifier pour les passer hors distribution. Par exemple, si on lui demande de rédiger un problème
où il faut que, je sais pas, la somme d'une liste soit un nombre donné, ben, il va toujours choisir des petits nombres. Par exemple, la somme, il va dire, ben voilà, 3 nombres qui font 15. Et puis, si lui-même spontanément il génère des listes, il va toujours gérer des petits nombres positifs. Il va jamais donner, je sais pas, 4850 ou des nombres négatifs ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, on voit ce qui est dans la distribution et ce qui est hors distribution. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des sets de problèmes en distribution, donc in distribution, donc comme il s'y attend, et on va les altérer, on va les modifier pour qu'ils deviennent hors distribution, comme il s'y attend pas. Et on va mesurer les performances de plusieurs modèles, sur plusieurs niveaux de complexité, sur les problèmes qui sont en distribution et hors distribution. Et donc, si il est bon sur des problèmes qui sont hors distribution, on peut s'imaginer qu'il va comprendre le problème. Qu'il est moins basé sur la mémoire que sur la compréhension. Enfin, si schématiquement j'oppose les deux, en tout cas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est cette idée. C'est exactement cette idée. Si c'est une distribution, c'est plutôt il capitalise sur ce qu'il a en mémoire et ce qu'il a pu retenir quelque part. Enfin, oui, c'est cette idée-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Déjà, les modèles, ils vont tirer la langue à partir d'un certain niveau de complexité, hein, et c'est fonction de leur taille. Ils vont s'en douter, hein, les plus gros vont aller plus loin au niveau de la complexité que les plus petits. Mais ce qui est remarquable, c'est que les performances donc en et hors distribution sont notablement différentes et qu'elles se suivent un peu. Et les performances où la mémorisation est possible, alors, donc les performances où la mémorisation est possible s'effondrent moins tôt, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser la mémorisation plus longtemps. Il y a un régime pour chaque chatbot, où les performances du par cœur s'effondrent, alors que celles de la généralisation se maintiennent. C'est-à-dire que les performances de ce qui se passe en distribution, bah, ça marche pas bien, alors que hors distribution, ça se maintient un peu. Là où l'écart entre les performances en distribution et hors distribution est le plus grand, c'est là qu'on peut supposer que le chatbot ne fait pas du par cœur. Parce qu'il peut plus se baser sur les choses qu'il a vues, qu'il a pu mémoriser, quoi. Et donc, on peut imaginer qu'il résout le problème de manière plus généralisée, quoi. Donc, c'est ça qu'on entend par généralisation. Et donc, il y a un gap pour tous les modèles, de Llama 3.2 à GPT-4o. Il arrive à des complexités qui sont d'autant plus grandes et gros que le modèle est gros et puissant. Donc, si on résume, apparemment, on a des indices de capacité de généralisation dans les chatbots, de vraie généralisation, donc pas seulement du par cœur. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aller au-delà de la régurgitation par cœur ou juste reformuler deux trucs, et que ça se passe, donc il y a des capacités de généralisation qui sont sur des problèmes d'autant plus complexes que le modèle est gros. On invitera évidemment à les creuser pour celles et ceux qui souhaiteraient, les liens sont dans les notes de l'épisode, mais c'est intéressant de se baser sur cette en distribution et hors distribution pour arriver à comparer leur comportement. On continue, Guillaume, avec l'intelligence artificielle toujours, mais il faut injecter un peu de news dans cet épisode. Oui, on va parler de chatbot érotique et de deep nude, mais c'est pas du tout pour revenir sur du porno, c'est plutôt pour deux anecdotes qui sont aussi des mises en garde. Pour la première, il semble qu'après avoir hacké des serveurs Amazon pour miner de la crypto, la dernière mode, ce soit chez les pirates, de hacker des serveurs sur Amazon pour faire tourner des chatbots érotiques. Et des chatbots vraiment très débridés, voire carrément dark. Alors c'est Permiso Security qui affirme que sur AWS Bedrock, qui est une infrastructure d'IA, ce truc-là est utilisé à outrance via des comptes piratés pour faire tourner des LLM. Alors, ça, on le voit, hein. Donc ça, c'est facile à déterminer, on va dire, on le voit directement, mais on se dit, mais ok, on utilise des LLM, mais pourquoi faire? Et donc, pour répondre, Permiso a lui-même fait fuiter un compte AWS sur GitHub, et qui s'est retrouvé récupéré dans les minutes qui suivent. Et bien sûr, ils ont activé la journalisation. Et donc, ils ont vu tout ce qui a été écrit par leur instance de LLM piratée. Et c'est très glauque, voilà, c'est du porno, c'est violent, c'est parfois même illégal, parce que ça met en scène des mineurs, etc. Alors, c'est pas du chat GPT, quoi. Alors après, presque tous les personnages qu'ils ont vu passer sont sur Chub AI. Vous pourriez faire tourner ça en local, hein. Et il y a vraiment de tout sur Chub, hein. Vraiment. Alors ça veut pas dire que c'est Chub qui est derrière tout ça, hein, parce qu'on peut télécharger ces persos et les utiliser sur d'autres logiciels, hein. Mais bon, toujours est-il que faites gaffe à vos comptes AWS, parce qu'il y a une nouvelle manière de les exploiter à fond. C'est très facile de vous faire payer 2000 ou 4 ou 5000 $ de facture en quelques jours. C'est pas forcément rassurant tout ça, mais bon, au moins vous serez prévenus.
Écoute, merci beaucoup Guillaume. On va continuer à enchaîner avec une autre rubrique beaucoup plus basée sur le matériel et tu vas enfin nous aider à répondre à cette question pour laquelle moi j'avais pas encore d'ordre d'idée bien précis, mais le prix d'un Xéon, c'est ça 128 cœurs? Oui, 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 oui. Alors avant ça, je voulais juste mettre en garde aussi, si vous, parce qu'il y avait une autre petite news sur les Oh deep news. pardon. Ouais, Et oui, ouais, un ouais. petit peu dans le même style, il semble que les services de porno génératifs soient très populaires, et qu'en particulier les deep nude, hein, ces fakes où on peut déshabiller n'importe quelle fille, service illégal sans consentement bien entendu, mais bon, toujours largement utilisés, sont devenus si populaires qu'ils sont aussi devenus une couverture pour propager des malwares. En fait, on a constaté que plusieurs sites qui permettent de faire des deep nude sont gérés par un collectif de hackers russes qui s'appelle Fin7, et donc vous pourriez y télécharger des logiciels qui font effectivement des deepfakes et aussi un malware qui veulent tous vos mots de passe et vident votre portefeuille crypto. Et c'est pas un hasard d'ailleurs, hein, si les Russes ont choisi ce canal, hein, parce que qui utilise ça? C'est des hommes, souvent technophiles, qui ont plus de probabilité d'avoir des cryptos, et surtout, Mm. c'est des hommes qui font un truc pas super glorieux, et qui donc sont moins enclins à le crier sur les toits, quoi. Méfiance donc si de sombres pulsions vous habitent et vous poussez vers ce genre de truc. Bon, beaucoup de prévention du coup, méfiance autour de vous, mais donc du coup, décidément Guillaume, il faut qu'on enchaîne sur la partie matérielle avec nos fameux Xéons qui quand même coûtent une bagatelle, le prix d'une bonne voiture quand même. Ouais, j'ai déjà parlé ici de la ligne Xeon 6, je vais pas revenir sur tous les détails de l'architecture, il y a un truc que j'avais pas dit, c'est combien ça coûte. Je crois que tu nous avais donné une idée une fois, Oui, mais tu une avais idée. fait des périmètres, mais Voilà, là on une a un idée chiffre vague, une idée précis. vague, effectivement. Un beau Xeon tout neuf à 128 cœurs, ça coûte 17 800 $. Le processeur Mm, tout seul, hein. Pour mm. ce tarif modique, vous aurez donc 128 cœurs performance avec hyperthreading. C'est seulement 6 000 $ de plus que la concurrence qui n'arrive même pas à la centaine de cœurs. Quels amateurs! Enfin, pas pour longtemps, parce que si pour le moment c'est vrai que les épiques Genoa plafonnent à 96 cœurs, pour 11 800 $, AMD compte revenir dans la course très vite, avec une puce 128 cœurs en Zen 5 et 192 cœurs un peu plus tard. Je suis curieux de connaître les prix chez AMD et de connaître les prix de ce futur 192. Bon, 17 800, c'est un record récent, mais c'est pas un record de beaucoup en réalité, hein. Les Xeon haut de gamme ont toujours été atrocement chers, et au moins le nombre de cœurs explose, parce qu'il y a 5 ans, pour la même somme, vous achetiez 28 cœurs seulement, sur un Xeon de l'époque. Punaise, vache. Oui, et alors qu'est-ce que ça pourrait donner pour les gros morceaux de mémoire du coup? Oui, parce que qu'est-ce qui irait vraiment très très bien avec votre nouveau Xeon 6 tout neuf à 17 000 balles? Grosse barrette de RAM. Une énorme grosse barrette fat de RAM de DDR5, mais vraiment, vraiment fat la barrette. Tellement qu'on dirait un steak de puce. Et les dernières barrettes de chez Micron sont double de la normale. C'est comme si vous aviez deux barrettes l'une sur l'autre. Et elles font 256 Go de DDR5 8800. Alors il faut de la place, hein, pour toutes ces puces, parce que justement il y en a beaucoup de puces, il y en a devant et derrière. Et ça tombe bien, puisque ces barrettes sont MCR pour Multiplexer Combined. Alors Multiplexer Combined, c'est une technique MCR qui permet de doubler la bande passante des barrettes en envoyant 128 bits au lieu de 64, parce que ça combine en fait deux mots de 64 bits qui sont pris sur les puces devant la barrette et en parallèle sur les puces derrière la barrette. Donc on fait appel en parallèle en fait aux deux ensembles de puces, hein, les puces de rang 0 et de rang 1. On fait travailler en parallèle physiquement ces puces, hein, et ces mémoires donc sont pin compatibles avec la DDR5, mais du coup elles auront des taux de transfert qui équivalent donc à du 8800. Alors évidemment, les Xeon 6 les exploitent, hein. Alors j'ai pas le prix de la barrette de 256 Go, et c'est bien dommage. De toute façon, Ouais, ça aurait pu aller avec le prix d'un Xéon du coup. oh, On mais aurait je pu, pense que voilà, ça faire va une facture avec le complète. prix d'un Xeon, oui. Non, non, c'est clair, les MCR sont réservés aux serveurs de toute façon pour le moment. C'est même pas sûr que ça arrive dans le grand public réellement d'ailleurs, mais bon. Pour l'instant, ouais, c'est des trucs qui sont vraiment pro, quoi. Le métier de fondeur de puces, pendant qu'on parle de ces processeurs et de ces composants, est un métier peut-être difficile à rentabiliser. C'est Samsung qui nous l'illustre, Guillaume. Samsung, ça va et ça va pas, hein. D'un côté, ils vont poster des bénéfices de 6,78 milliards de dollars pour le trimestre dernier, ça se maintient quand Pas même, mal. c'est pas mal, c'est Ouais. même bien mieux que l'an dernier. C'est aussi en dessous des attentes, et les cadres de Samsung ont carrément publié une lettre d'excuse. Voilà, on est désolé. On n'a pas... Désolé, on a gagné que 6 milliards Voilà. et quelques. Désolé. Ok. Et non, mais ils avaient prévu, enfin apparemment les experts tablaient sur 900 millions de plus, et bon bah voilà, du coup, désolé, on n'a pas gagné assez des milliards. Ça fait un trou dans la caisse. Oh Ok, là là. d'accord. Bon, normalement, Samsung devait indirectement profiter du boom de l'IA, parce que ils fabriquent de la mémoire haute performance, de la HBM3, dont Nvidia, par exemple, a vitalement besoin, et tout le monde d'ailleurs. Et bon, fabriquer des puces, ils peuvent aussi fabriquer des puces eux-mêmes, et bon, ils envisageaient même de fabriquer eux-mêmes des puces IA à un moment.
Bon, il y a eu des contretemps, donc voilà, ils auraient dû en vendre encore bien plus que ça ce trimestre, hein, d'où le relatif trou. Et justement, côté fabrication, c'est pas forcément la joie parce que Samsung était pourtant parti très fort, hein, c'était les premiers sur le 3 nanomètres, les premiers sur le GAAFET, c'est-à-dire les nouveaux transistors Gate-All-Around, là, qui sont en forme de petits rubans. Fondamentalement, ils sont très différents hein, par rapport au FinFET qui est encore utilisé par TSMC, ils sont aussi beaucoup plus difficiles apparemment, manifestement, à gérer et à produire en grande quantité. Parce qu'au début, ils ont annoncé des rendements qui tournaient entre 10 et 20%. C'était pas terrible, mais bon, c'était le début. Je disais que ça allait aller mieux, quoi. Sauf que là, c'est toujours pareil, et donc là, c'est juste pas terrible, du tout. Et en fait, c'est tellement bas que ça attire pas le client. Du coup, Samsung se retrouve avec un effort d'investissement massif qu'il n'a pas encore réussi à rentabiliser, loin de là. Les fonderies Samsung perdent de l'argent, ce qui est fou, parce que je veux dire, normalement, tu sais faire des puces, et en plus, tu sais faire des puces top niveau, hein. Si tu sais faire des puces top niveau, t'es riche, c'est tout. Genre, je vois pas, il y a pas, tu vois. Mais là, ils ont des problèmes parce qu'ils ont tellement investi et ça rapporte tellement moins que prévu que c'est pas facile. Les mêmes soucis sont en train d'arriver pour le 2 nanomètres. Et bon, Samsung, c'est 11,5% du marché de la fabrication de puces, c'est très loin de TSMC, hein, qui a 62. Et donc, être les premiers sur le 3 nanomètres, ça, voilà, ils espéraient vraiment que ça leur ferait gagner des parts, et en fait, ça n'a rien changé. Et la question se poserait même de savoir si ça vaut encore le coup. Il y a un rapport interne qui préconiserait de se débarrasser des usines, de les revendre, Incroyable. et de se concentrer sur les trucs moins durs et qui font du pognon. Et de fait, le rapport préconise de faire un peu comme AMD, hein, quand il s'est séparé de ses usines et de cette séparation est né Global Foundries. Global Foundries qui, pendant un temps, fut compétitif sur le plus haut niveau, hein, mais qui a fini par lâcher l'affaire et voilà, jeter l'éponge lors du passage au 7 nanomètres, qu'il n'a jamais réussi, et ça c'était en 2018 déjà. Alors c'était triste hein, de voir un acteur majeur jeter l'éponge dans la course au très haut de gamme, comme ça, dans la course à la performance maximale, mais GlobalFoundries, il existe toujours, hein. Non seulement il existe toujours, mais c'est carrément le 3e producteur mondial de semi-conducteurs par revenu, hein. Donc c'est pas si terrible. Et AMD, lui, il a très bien rebondi hein, depuis la crise des phénomes et des bulldozers, hein, souvenez-vous. Il y a un processeur qui était un peu, disons, en dessous de ce qu'on avait l'habitude. AMD est passé à rien de la faillite, hein. C'est Sony qui l'a sauvé en le choisissant pour ses PS4, on en avait parlé. On Mais en a bon, reparlé récemment. maintenant ça roule, et bon, parfois, voilà, c'est triste, mais il faut savoir lâcher prise. Donc c'est pas fait, hein. En 2024, la production de puces, c'est quand même aussi un enjeu stratégique et de souveraineté, donc espérons que le 2 nanomètre arrive à se stabiliser, mais pour l'instant, c'est pas la joie. C'est dommage de quand même mettre de côté des tels revenus. C'est quand même qu'on est sur des enjeux aussi à long terme et on maîtrise sans doute pas la vision qu'ils peuvent en avoir. On a parlé des calculs, on a parlé de la mémoire, il nous faut parler un tout petit peu quand même du stockage avec les disques durs, hein, Guillaume. C'est vrai qu'on a encore des bons vieux disques durs. Oui, on a une petite feuille de route pour l'avenir des disques durs qui a été publiée par la i3E et qui nous amène jusqu'en 2037. Alors je Quand sais, même. ça peut paraître ringard le disque dur, hein, le SSD c'est bien mieux, alors en Mmh. 2037, qu'est-ce que c'est que ça? Sauf qu'avec l'arrivée du guidage laser sur les dernières générations, la densité elle continue d'augmenter pépère, et qu'on pourrait atteindre les 100 Teraoctets en 2037, et déjà 60 Teraoctets en 2028 et 40 Teraoctets dès 2025. Trouvez-moi un SSD de 40 Teraoctets pour voir, allez-y, Ouais. voilà, je veux voir les prix. J'avoue. Les besoins de stockage ne diminuent pas, hein, loin de là, hein, donc avoir de gros volumes qui aillent quand même à une vitesse raisonnable, bah, c'est encore un très très bon deal pour beaucoup de gens, en particulier les pros, mais pas que. Hein. Encore que la tendance soit claire, parce que sur la roadmap, si on regarde bien, la i3E prédit qu'il y aura plus de disques de 2,5 pouces à partir de 2028. Donc les disques pour les ordinateurs portables, d'ici 4 ans, c'est fini, quoi. Tout sera sur SSD, voilà, disons, même pour les disques externes, les disques légers, ce sera aussi sur SSD, très 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 très, très vraisemblablement. Donc globalement, pour le grand public, effectivement, le disque dur, c'est à peu près fini, puisqu'on se concentrera sur des 3,5 pouces, qui sont des disques durs réservés plutôt aux power users, c'est-à-dire à ceux qui ont des PC de bureau, ou des NAS, ou des serveurs. Et ce qui est intéressant, c'est que la i3E prévoit quand même que le marché, lui, ne cesse de croître. Même si la vitesse des disques durs ne va pas vraiment évoluer tant que ça, juste plutôt la densité et la capacité, il voit quand même un marché qui va être de plus en plus gros jusqu'en 2037. Il paraît qu'il y aura une croissance du marché du disque dur quand même, quoi. Donc non seulement les disques durs sont pas morts, mais leur avenir est florissant. Ah bah écoute, merveilleux. On est ravis pour nos amis les disques durs qui ne vont pas être oubliés de sitôt. En tout cas, pas totalement, voire même ils vont croître. Très bien. On termine avec une rubrique matérielle qui doit se clore quand même par des usages bien loin de nous. Et quand je dis loin, je ne pouvais pas imaginer dire aussi loin, Guillaume, Voyageur 2. 20 milliards de kilomètres, oui, Voyager 2, qui est la deuxième sonde après Voyager 1, la plus éloignée de
de nous, de la Terre, qui vit toujours, mais qui va s'endormir encore un petit peu plus, ils vont désactiver un détecteur de plasma, qui est donc était un des derniers, voilà, je crois qu'il ne reste plus que 3 de détecteurs qui sont actifs, parce qu'il faut économiser les piles. Le problème, c'est que c'est Ouais. vraiment très loin, et il faut économiser au maximum l'énergie. Dans le milieu interstellaire où il est, en plus, c'est plus aussi utile qu'avant. Et donc, petit à petit, en gros, Voyager 2, ça s'endort de plus en plus. Elle a 47 ans quand même, hein, Voyager 2, c'est quand même c'est déjà une belle performance. Donc, ah non, il reste 4, c'était le 5e, il reste 4 instruments Ok. encore actifs. Il y a un truc pour les rayons cosmiques, un truc pour les particules à faible énergie, un magnétomètre et donc un récepteur d'ondes plasma, encore un autre récepteur. Donc globalement, c'est petit à petit la fin, mais à ce rythme-là, elle pourra encore durer une bonne dizaine d'années, quoi. C'est ce qui est assez incroyable. Punaise. T'imagines jusqu'où ça va aller. Ils ont dépassé des limites assez incroyables. Bah, c'est les trucs qui sont allés le plus loin Elle de est, construits par l'être humain. Donc, elle bon. est, alors, il faut voir que les sondes au plutonium, elles ont des sondes les sondes ont des petits réacteurs au plutonium pour Ouais. les alimenter, donc c'est des sondes nucléaires, en fait, des petits réacteurs nucléaires tout petits. C'est pas exactement la même technologie qu'un gros réacteur, mais c'est des petites piles nucléaires. Et ces piles nucléaires, en fait, elles perdent 4 watts d'énergie par an. Donc on sait que inexorablement, c'est au-delà de 2030, il n'y aura plus qu'un instrument, quoi. Donc ça, on le Bon. sait. Elles sont déjà quand même à 19 heures-lumière. Donc il faut 19 heures pour leur faire coucou, et il faut attendre 19 heures pour qu'elles nous répondent coucou aussi. Bah, dis donc, ça me laisse à chaque fois songeur et je pense que ça dépasse les limites de l'influence du soleil, les influences directes en tout cas, mais ça dépasse aussi l'entendement, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Ça rend le sujet très poétique et c'est donc parfait pour clore cet épisode supplément de Tech Café. On espère que vous avez passé un bon moment et surtout que vous avez appris des trucs. Hein, vous avez, je sais pas si j'ai du mal parfois à glisser le fait que les infos peuvent être directement utiles pour les auditeurs. Par exemple, le prix d'un Xéon. Je sais pas, c'est vraiment très utile pour un auditeur lambda, mais enfin bon, quand même pour notre culture générale, c'est important. Ça nous permet de positionner les choses. Et puis tiens, le classement aussi de l'utilisation du porno en Europe, ça aussi c'est important quand même. Bon. Je suis sûr que vous avez appris plein de choses. Merci en tout cas beaucoup pour votre fidélité. Merci d'avoir écouté l'épisode jusque-là. Si c'est le cas, je vous invite bien évidemment à aller sur patreon.com/techcafé et d'envisager un soutien qui vous permet de vous assurer que Tech Café sera là encore longtemps et même de profiter des épisodes sans la pub. En attendant, vous pouvez aussi discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Et puis, bien entendu, nous retrouver à titre individuel. Guillaume, sans aller aussi loin que Voyageurs 1 et 2, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Écoute, moi je pense que je vais passer un petit moment à essayer de relire toutes les mentions légales et les clauses, tu vois, et tous les contrats, parce que ça m'a inquiété ce truc-là. Toi, tu devrais faire pareil, on sait jamais, hein, des fois que t'es signé, que t'es donné tes enfants à Netflix ou un truc comme ça, on sait pas. Hein. Oh oui, t'as raison. Bah, peut-être même qu'avant même que je ne me sois assuré d'avoir lu toutes les petites lignes des contrats que j'ai signés, je ne signerai plus rien. Voilà, tenez-le vous pour dit. Tant que je n'aurai pas tout lu, je ne signerai plus rien. Ne me faites plus rien signer. Ça risque de durer longtemps. Allez, merci beaucoup en tout cas Guillaume. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux et dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Oui, l'an dernier, il y a un couple d'Américains qui était à la Disney World. Alors, je sais pas, a priori, ça n'a rien à voir, mais... Donc l'an dernier, il y a un couple d'Américains qui était à la Disney World. Ah, mais j'aurais pas dû dire que ça concernait... Facile, mais oui, mais j'aurais pas dû dire que ça concernait Uber aussi, c'est ça. Ah oui, t'as grillé ton truc. Exactement. Bon, donc... Ce couple d'Américains qui est à la Disney World, en fait, c'est une histoire tragique en plus, donc faut pas rigoler, merde. Oui, parce que... Putain, c'est parti. Et oui, la femme a fait une réaction allergique et elle est morte. Non, mais c'est horrible. C'est dur. C'est très dur. Pardon, madame, excusez-nous. C'est vraiment très dur. Excusez-moi. Donc, c'était dans un pub qui faisait... Non, mais c'est vraiment pas gentil. Bref. J'arrête. Donc, c'est un pub qui faisait partie du complexe Disney et il n'y avait pas les allergènes sur la carte. Donc, elle a demandé. On lui a assuré. On va se faire griller pour ça. On va se faire incendier pour ça. Et donc, bref, elle est morte. Voilà. Et donc... Je sais pas s'il faudra pas la refaire, celle-là. Oh, non, allons-y.
Bref. Elle mettra peut-être en supplément. Donc, Alors, le veuf est-ce a que tu veux que voulu... je réenchaîne après Wero? Parce que la transition est pas facile quand même. Ben, je sais pas, je continue pas alors? Attends, excuse-moi. Allez, Ouais, là, c'est moi qui... c'est parti. Ouais, Je d'accord. suis dispo, j'arrête. C'est bon. Ok. Tu veux que j'enchaîne? C'est ça après Wero. Et juste après, on continue avec une histoire qui concerne plus spécifiquement Uber, Guillaume. Oui, alors l'an dernier... Oui, mais non, mais c'est parti. Parce que là, j'allais redire, un couple d'Américains était à la Disney World. Je sais pas comment te C'est lancer là-dessus, c'est c'est terrible. exactement la même situation. Je sais pas comment te lancer là-dessus, c'est horrible. J'ai pas Ben, suivi du tout ce sujet en plus. oui, Oh la vache. d'accord. Alors, c'est un problème de conditions de contrat, tu sais, de clause de contrat de confiance. De contrat, de conditions d'utilisation. Tu sais, les trucs que tu signes sans les lire, là, voilà. Les dark patterns. Non, des trucs que tu signes Non. sans les lire, tu sais. Les mentions légales. Les mentions légales, exactement. Très bien, Voilà. très bien. Ah, ben parfait. Allez, je te fais une super transition, tu vas voir.